Alors que les partenaires sociaux s'apprêtent à rediscuter à partir de demain du texte sur les retraites adopté en avril 2023, plusieurs questions ce soir. Quelle voie pour améliorer la réforme des retraites de 2023? Que peuvent vraiment les partenaires sociaux? Et y a-t-il fondamentalement urgence à revoir ce système des retraites? Pour en débattre, pour en discuter, deux invités ce soir. Mickaël Zemmour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur en économie à l'université Lyon 2 au laboratoire Triangle. Face à vous, Jean-Marc Daniel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite à l'ESCP Business School. Vous avez fait paraître aux éditions Odile Jacob en septembre dernier cet ouvrage intitulé Nouvelles leçons d'histoire économique. Bienvenue dans Question du soir. Je vais demander à la Cour des comptes, en une mission flash de quelques semaines, de nous donner l'état actuel et précis du financement du système de retraite. Ce rapport, livré en seulement 4 semaines, ce qui est un record, entend fournir une base objective et incontestable aux partenaires sociaux afin qu'ils puissent proposer des solutions pour assurer la pérennité et l'équilibre financier du système à long terme. Le rapport confirme absolument et au-delà, les analyses que j'ai développées depuis longtemps. La Cour des comptes nous rassure sur le fait que nous n'avons pas basculé en France dans un régime de post-vérité. Je l'avais chiffré dans des études au plan à 30 milliards. Là, on est plutôt dans le rapport de la Cour des comptes à plus de 40 milliards. La Cour des comptes offre un démenti cinglant aux chiffres farfelus qui avaient été retenus par le Premier ministre. Rien n'est gratuit. Donc si on veut revenir sur les 64 ans, encore faut-il trouver les ressources qui vont avec. Et avant de s'immerger dans le détail technique de ces réformes, je voudrais que l'on caractérise le moment politique dans lequel on se trouve. Est-ce que rouvrir ce sujet des retraites, de la réforme du système, est-ce que cela vous donne l'impression que l'on tourne en rond, ou bien c'est la possibilité offerte grâce au dialogue social d'une sortie par le haut, la possibilité même d'amender, voire d'améliorer cette réforme de 2023? Jean-Marc Daniel. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on entend par améliorer? C'est-à-dire que améliorer, est-ce que ça veut dire donner davantage de droits aux retraités, aux gens qui prétendent accéder bientôt à la retraite? Est-ce que c'est notamment modifier l'âge de départ à la retraite? Est-ce que c'est répondre à une des questions qu'avait posées le président de la République dans ses vœux de 2022-2023, quand il avait dit le véritable enjeu derrière la retraite, c'est d'augmenter la quantité de travail, c'est de revaloriser le travail, c'est de remettre le travail au centre de notre activité économique, sachant qu'effectivement, la France est un des pays en Europe où on travaille le moins et qui, du fait qu'elle travaille pas assez, à mon avis, se trouve en situation d'avoir des comptes extérieurs dégradés. Donc, est-ce que c'est aussi une réflexion sur qui doit travailler? Est-ce qu'on peut modifier effectivement le rapport au travail? Il y a des gens parmi les syndicalistes patronaux qui proposent de supprimer 3 jours de congé avec cette idée qu'on travaillera plus. Ça permettra effectivement de financer le régime de retraite et d'une façon générale d'augmenter le pouvoir d'achat de l'ensemble de la population. Parce que plus on travaille, plus on produit, plus on peut effectivement assurer des revenus supplémentaires à la population. Alors, je crois qu'en fait, il y a derrière ce qui vient de se passer, il y a 2 éléments clés. Le premier élément, ça a été d'essayer de dégonfler tout un débat sur on vous ment, le déficit est beaucoup plus grave que ce que vous croyez. Il y a un déficit caché. Il y a un déficit caché, il y a des gens qui ne veulent pas vous donner la vraie vérité. C'est d'autant plus surprenant que l'institution qui avait été mise en cause, en l'occurrence, c'était le COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui a à sa tête quelqu'un qui est relativement incontestable. Gilles Berset est quelqu'un qui a fait ses preuves en tant qu'économiste et en tant que grand serviteur de l'État. Et en outre, le corps avait été créé à la suite d'un rapport qui était le rapport Charpin de la fin des années 90, qui disait on va créer une instance pour éviter ces débats sans fin sur est-ce qu'il y a ou non un déficit, de combien va être le déficit. On va créer une instance qui va donner des chiffres que tout le monde reconnaîtra. Et une fois que cette instance est créée, la première chose que l'on fait, c'est ils vous mentent, ils vous donnent pas les bons chiffres, ils ne correspondent pas à ce qu'on attend. Donc il y avait une démarche intellectuelle que je trouvais totalement aberrante. La deuxième remarque que je ferais, c'est que effectivement, on a l'impression quand même que et le Premier ministre a un peu un profil qui tend à rappeler ça, c'est assez 4e République, ou voire même 3e République. Vous savez, quand on a... Pas la même chose, hein? Oui, 3e République, oui. Plutôt 3e République, d'ailleurs. C'est quand on veut enterrer un problème, on crée une commission. Et puis, donc, c'est ce que De Gaulle appelait après les comités Gustave, Théodule et tout ça. On crée un comité machin, et puis on laisse le temps faire oublier le problème. Je crois, pour conclure là-dessus, que
ce qui est intéressant dans ce qui se passe, c'est de remettre la balle dans le camp des partenaires sociaux. Or, je rappelle quand même que la sécurité sociale avait été créée pour être gérée par les partenaires sociaux. Et autant je pense que sur le fond, il ne va pas en sortir grand-chose. Sur la forme, la question qui va être posée assez vite, c'est est-ce que le paritarisme, finalement, ne pourrait pas être revitalisé? C'est-à-dire, est-ce que cette tendance à dessaisir progressivement les partenaires sociaux de toute responsabilité dans la gestion de l'État-providence ne peut pas être inversée? Parce que nous sommes 30 ans après le plan Juppé, où l'État a affiché son intention de garder la gestion de la sécurité sociale pour faire mieux que les partenaires sociaux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Mickaël Zemmour, même question. Comment est-ce que vous caractérisez ce moment politique? Dans le fond, qu'est-ce que le gouvernement fait à rouvrir ce sujet des retraites? Alors, je ne suis pas sûr qu'il le rouvre bien et que ça va mener très loin, mais votre question, est-ce que c'est bien la peine de rouvrir le dossier des retraites maintenant? Je pense que sur le fond, la réponse est oui. Il y a au moins 2 bonnes raisons de rouvrir le dossier des retraites parce que la réforme de 2023 a posé 2 énormes problèmes qui ne sont pas résolus. Le premier problème, il est politique et démocratique. Les retraites, c'est une importante part des dépenses publiques. C'est un enjeu de la vie quotidienne des Françaises et des Français extrêmement important. Et la réforme a été passée contre la majorité à l'Assemblée nationale, ou du moins sans vote, contre les partenaires sociaux, contre l'opinion publique. Et on peut dire que la France traverse une crise politique depuis plusieurs mois, même depuis plusieurs années. Et cet enjeu des retraites a largement contribué à ça. Et donc, probablement que d'essayer de réparer cette fracture démocratique, c'est nécessaire, pas que symboliquement, vraiment avec l'idée que, quelque part, les citoyennes et les citoyens, que ce soit comme électeurs ou que ce soit comme salariés, ont des leviers d'action sur leur vie quotidienne. Donc ça, c'est la première raison. Je pense qu'il faut réparer un problème démocratique. La deuxième raison, c'est que la réforme de 2023 a créé à la société des problèmes qui ne sont pas résolus. Il y en a 2. Le premier problème, c'est de maintenir en emploi des personnes qui préfèrent répartir, même si ça coûte plus cher finalement. Et c'est ce que nous montrent les enquêtes de l'adresse, parce que le travail est effectivement difficile. En général, mais en France, il est particulièrement mal ressenti dans ces conditions. Et puis surtout, un problème sur lequel portent mes travaux, on a une part importante de personnes qui, dès l'âge de 62 ans, ne sont plus en emploi. Et toutes les études qu'on a nous montrent que si vous décalez l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, vous allez allonger le sas de précarité, ni en emploi ni en retraite de ces personnes. Et les informations qu'on a, c'est d'abord que ces personnes sont nombreuses. On peut estimer que passer la retraite à 64 ans, ça va augmenter le nombre d'emplois d'environ 300 000 par an. Et on aura à peu près 150 à 200 000 personnes ni en emploi ni en retraite. La deuxième chose, c'est que ces personnes, c'est majoritairement des personnes de classe populaire dans des métiers difficiles, ouvrières ou ouvriers, employés, très majoritairement. Et ces personnes, on commence à le voir aujourd'hui, puisque l'âge de la retraite a déjà atteint 62 ans et demi, elles sont plus nombreuses à s'inscrire à Pôle emploi, elles vont être très vite plus nombreuses au RSA, et on n'a pas de solution pour elles. Donc pour cette raison-là aussi, reprendre la réforme, ça pourrait être une façon de répondre à ce problème social qu'on s'est créé. Je vous ai bien écouté, Mickaël Zemmour, vous n'avez pas prononcé le mot, celui de déficit. Pour vous, ce n'est pas une priorité, ça arrive en rang 3 après ce que vous venez d'exposer? Oui, c'est-à-dire d'abord, cette année, le système de retraite est à l'équilibre ou en léger excédent. Le déficit, c'est un des paramètres de gestion du système. Et il y a un léger déficit de l'ordre d'un demi-point de PIB qui est prévu à l'horizon 2035. Un système de retraite par répartition, il est fait pour être géré plus ou moins à l'équilibre à moyen terme. Et donc, ça fait partie des paramètres qu'il faut regarder. Mais on est très mal entré dans le débat, et j'ai peur que ça soit encore le cas aujourd'hui, en opposant la retraite que du point de vue de l'équilibre des retraites ou des finances publiques. Très mal entré dans le débat parce que d'abord, ce n'est pas le principal problème que pose notre système de retraite. Son principal problème, c'est sans doute des inégalités femmes-hommes. C'est le fait que le niveau des pensions risque de décrocher dans les années à venir. Et par ailleurs, on a eu tendance à dramatiser la situation des finances publiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le président de la République nous avait expliqué que s'il n'y avait pas la réforme de retraite, on allait être mal noté par les agences de notation et les taux d'intérêt allaient augmenter fortement. Ce qui a augmenté les taux d'intérêt très fortement en France, c'est la dissolution. Et donc, avec ce système de faire peur avec les finances publiques, on évacue le débat.
les retraites, rien n'est gratuit, ça a été dit par Marie-Lise Léon dans un son tout à l'heure. Et donc, c'est un problème de réglage. Combien de temps on veut travailler, quels moyens on veut mettre dans le système de retraite et à quelles conditions on est capable de travailler et à quel âge on veut partir. Jean-Marc Daniel, vous avez vous-même parlé dans le diagnostic que vous avez posé d'abord et avant tout de travail, de taux d'emploi. C'était le concept en creux que vous souleviez. Pour vous aussi, le déficit mis en avant par la Cour des comptes, je rappelle le chiffre, une quinzaine de milliards d'euros en 2035, un chiffre préoccupant là aussi selon la rue Cambon. Pour vous, c'est un sujet annexe, pratiquement annexe? C'est pas un sujet annexe. Ce qui est important, à mon avis, c'est le déficit de l'ensemble des finances publiques. Après, c'est une question de tuyau. Il suffit de basculer, de dire qu'une partie de la CSG, au lieu de servir à financer une autre branche de la sécurité sociale, va financer les retraites et le système sera à l'équilibre. Et donc, le véritable enjeu, c'est l'ensemble des finances publiques et pas montrer tel ou tel aspect de la gestion publique. C'est-à-dire qu'il y a 57% du PIB qui est converti en dépenses publiques. Est-ce que ça correspond aux attentes de la population? Est-ce que ça correspond aux besoins de la population? Et les retraités dans cette situation n'ont pas été particulièrement favorisés, contrairement à ce qu'on dit, puisqu'on indexe les retraites sur les prix, sur l'inflation, et non pas au système d'origine. Elles étaient indexées sur l'évolution du salaire, c'est-à-dire qu'on faisait partager aux retraités l'amélioration de la productivité, les gains de pouvoir d'achat de l'ensemble de la population qui répercutait la croissance. Or là, les retraités, normalement, ils n'ont comme objectif que de garder leur pouvoir d'achat, de ne pas bénéficier de la croissance et des conséquences de la croissance. Donc, ils n'ont pas été particulièrement favorisés. En revanche, l'ensemble du pays, effectivement, souffre à mon avis de deux problèmes sur lesquels la retraite doit être associée. Je maintiens, c'est le fait qu'on manque de travail. Et quand on revient au discours de François Mitterrand de 1980-82, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il disait « La retraite à 60 ans, c'est une composante de la politique de l'emploi. Mon objectif, c'est de lutter contre le chômage. Et donc, j'utilise la retraite à 60 ans, non pas parce que ça va correspondre à des situations particulières, à une amélioration du bien-être, c'est une bonne chose, mais normalement, on doit utiliser cet outil-là pour réduire effectivement le chômage et y compléter en disant, lorsque j'aurai achevé le programme du socialisme auquel je tiens, non seulement les gens ne réclameront pas de partir à la retraite à 60 ans, mais ils voudront rester plus longtemps parce que le travail aura été rendu à la fois plus intéressant, plus acceptable et nous pourrons effectivement faire en sorte que les gens acceptent et veuillent partir à la retraite plus longtemps. Et il concluait en disant, je vais arrêter avec François Mitterrand, mais il concluait en disant, les baby-boomers vont partir à la retraite quand ils auront 60 ans et ils sont nés en 45. Donc à partir de 2005-2006, il faudra de toute façon reporter l'âge de départ à la retraite de nouveau à 65 ans. Donc je crois qu'il y a des enjeux qui est effectivement la quantité de travail et une question que l'on doit se poser, c'est la capacité de la France à avoir une politique de l'emploi efficace. Le chômage repart à la hausse. Pourquoi est-ce que dans ce pays, on a un niveau de chômage qui est largement supérieur à celui des autres pays? Et là, le deuxième enjeu qui, je crois, est important, c'est que dans la situation actuelle, au niveau européen, nous sommes un peu le mouton noir. On a parlé de nos taux d'intérêt, mais enfin, on a quand même des taux d'intérêt qui sont supérieurs à ceux de nos voisins allemands. On a un déficit qui fait 5,4% du PIB et nous sommes montrés du doigt et nous n'arrivons effectivement à financer véritablement notre dette publique que parce qu'il y a cette idée que la zone euro est solidaire de nous. Sauf que la zone euro, elle commence à s'agacer. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de l'âge affiché. Les 64 ans, si vous regardez les leaders européens, ils disent c'est la France où on part le plus tôt à la retraite. Ils ne regardent pas dans les détails. Vous avez des pays où on part effectivement plus tard, mais où il y a des telles conditions qu'en pratique, les gens partent plus tôt parce qu'on tient davantage compte et mieux compte de la pénibilité. Et donc, je crois qu'il y a un affichage sur l'âge de départ qui est très important, quitte à utiliser par ailleurs des règles qui permettent de prendre en compte mieux la pénibilité. Là où je rejoins ce que disait Michael Zemmour, c'est que effectivement, quand on regarde les statistiques, on dit que les retraités sont en moyenne mieux payés que les actifs, et on prend le niveau moyen des gens qui ont 80 ans. Effectivement, le niveau de vie des gens qui ont 80 ans est assez élevé par rapport au niveau des actifs. Pourquoi? Parce que les gens qui ont 80 ans sont des gens qui ont eu des métiers qui étaient bien rémunérés et qui ont eu des métiers qui ne correspondaient pas à des métiers pénibles, mal rémunérés. Et qui ont du patrimoine par ailleurs. Et qui ont du patrimoine par ailleurs. Parce que les gens qui ont eu des métiers pénibles, mal rémunérés, à 80 ans, il faut le constater, ils sont morts. Et donc, d'où cette idée d'un certain nombre de gens d'essayer de mieux tenir compte de la pénibilité et de l'espérance de vie. Alors c'est assez difficile à mettre en œuvre, mais s'il devait y avoir une amélioration, je pense que c'est vers ça qu'il faudrait aller. Et là aussi, la CPME, donc le nouveau responsable, il dit, écoutez, si on doit améliorer le système, c'est sur l'âge, c'est de réfléchir au rapport entre l'âge de départ
et l'espérance de vie, ce qui existe dans certains pays comme le Portugal. Je reviens un instant, Michael Zemmour, sur cette notion de travail et d'emploi. Est-ce qu'on permet aux actifs de mieux travailler, de plus travailler? Est-ce qu'on lutte contre le chômage en repoussant l'âge de départ à la retraite? Très certainement non. On augmente l'emploi parce qu'il y a des personnes qui vont rester en emploi plus longtemps, donc on augmente bien le taux d'emploi. Le problème de cette stratégie, effectivement, on travaille plus, mais on l'a déjà essayé. En fait, en travaillant plus, on ne devient pas beaucoup plus riche. Ce qui se passe, c'est qu'on l'a déjà fait. On a passé l'âge de la retraite de 60 à 62 ans. On a bien augmenté le taux d'emploi des seniors, mais pendant le même temps, la productivité a baissé. Alors, je ne dis pas que l'un cause l'autre, mais cette course en avant pour faire travailler plus de monde, plus d'heures tout le temps, n'a pas vraiment répondu au problème de la France en réussissant à créer plus de richesses. Et par ailleurs, décaler l'âge de la retraite, ça crée du chômage. Ça, on en est sûr. Ça crée du chômage chez les personnes dont je parlais. Ça crée aussi du chômage chez les plus jeunes, parce qu'il y a quand même un petit effet d'éviction. Dans la fonction publique, par exemple, c'est évident que des retraités qui partent pas, c'est des postes qui ne s'ouvrent pas. Et donc, ça a aussi un effet récessif certain, plus ou moins important selon la période économique. Je voudrais vous faire entendre la voix de Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de l'ACFDT, s'exprimait fin février dernier justement au sujet de cette réforme injuste et brutale selon elle en 2023. Pour la CFDT, il y a 2 points essentiels. Un, la réforme de 2023 qui nous avait été présentée comme incontournable, en fait, ne produit absolument pas les effets qui étaient attendus, puisque j'ai eu quelques responsables politiques qui m'ont dit il y a 2 ans, on est tranquille pour 50 ans. Or, c'est pas du tout le cas. Donc, on a eu raison syndicalement de contester cette réforme extrêmement injuste, brutale, qui ne produit pas du tout les effets financiers attendus, enfin en tout cas ceux qui nous avaient été présentés. On va pouvoir passer aux choses sérieuses parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a de très fortes attentes des travailleurs et des travailleuses d'avoir des réponses extrêmement concrètes, d'avoir un bouger sur l'âge légal, la reconnaissance de métiers pénibles et puis plus de justice pour résoudre la question des inégalités entre les hommes et les femmes. Est-ce que c'est juste, Jean-Marc Daniel, ce que dit Marie-Lise Léon quand elle dit que cette réforme de 2023 n'a servi à rien sur le plan financier? La Cour des comptes dit quelque chose de légèrement différent. Elle dit ce serait pire encore aujourd'hui si cette réforme n'avait pas eu lieu. Oui, c'est évident que quand on reporte l'âge de départ à la retraite, quand on le retarde, alors on n'est pas encore à 64 ans, hein, et donc il y a un certain nombre de gens qui disent on pourrait faire une ouverture en 2027, au moment où il y aura de nouvelles élections, on sera à 63 ans, donc on bloque à 63 ans, et puis on donne le soin à l'équipe qui va arriver après de réexaminer la situation. Quand vous reportez l'âge de départ à la retraite, mécaniquement, vous avez moins de retraités et vous avez potentiellement plus d'actifs, même si tous ne sont pas mobilisés, vous avez plus d'actifs. Et donc, le véritable enjeu, d'ailleurs, c'est ça, c'est le ratio qu'il y a entre le nombre de retraités et le nombre d'actifs. Et là, il y a une sorte de mécanique qui est une mécanique absolument redoutable. C'est-à-dire qu'au début du siècle, nous avions 2 actifs pour un retraité, et là, maintenant, on a 1,7 actifs pour un retraité, et la situation va se détériorer. Alors, il y a des projections à très très long terme, c'est-à-dire quand les baby-boomers vont disparaître physiquement, à ce moment-là, de nouveau, le système va retrouver une forme d'équilibre. Mais d'ici là, il y a effectivement une période pendant laquelle la question que l'on doit se poser, c'est où trouver de la jeunesse, où trouver des actifs. Et une bonne solution, c'est de reporter l'âge de départ à la retraite, sachant qu'encore une fois, je reviens à l'histoire d'espérance de vie. Quand on partait à la retraite en 1980 à 60 ans, où on avait une espérance de vie qui était largement inférieure à l'espérance de vie que l'on a à l'heure actuelle, y compris espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire que non seulement l'espérance de vie s'est améliorée, mais l'espérance de vie en bonne santé s'est améliorée également. Le vrai problème dans tout ça, c'est que globalement, on manque de travail, je maintiens et j'insiste là-dessus, d'où l'idée des 3 jours. Je pense qu'aborder la retraite en tant que telle, avec un aspect qui est un aspect strictement financier, sachant qu'il y a des tuyaux, on peut orienter, ça passe à côté de 2 problèmes essentiels. Le premier problème, c'est qu'il faut que globalement, on travaille plus, et pas uniquement les gens entre 62 et 64 ans, et que nos finances publiques, globalement, sont déséquilibrées, et pas uniquement du fait de la retraite. Le principal déficit des finances publiques, c'est l'État, hein, sur les quelques 150 milliards de déficit qu'il y a à l'heure actuelle dans les lois qui ont été votées, c'est 139 milliards qui sont portés par l'État. Donc le déficit budgétaire, c'est pas
exclusivement, essentiellement, fondamentalement, la sécurité sociale et singulièrement le régime de retraite. C'est l'ensemble du système public qui vit largement au-dessus de ses moyens. Je voudrais revenir, Michael Zemmour, sur le début du raisonnement et notamment sur cet argument démographique. Est-ce qu'il faut de toute façon repousser cet âge légal de départ à la retraite puisque le ratio actif sur retraité tend à diminuer ? Non, ça n'a rien de mécanique, mais il faut reprendre un peu de recul. D'abord, le ratio démographique, il s'est déjà largement déformé. On a déjà fait plus de la moitié du chemin, en fait, du ratio démographique. Ensuite, on n'a pas rien fait du tout. C'est-à-dire que dans les années 80, on partait à la retraite à 60 ans avec 37 annuités et demie de cotisation. Puis on a passé cette durée à 40 annuités, puis l'âge à 62 ans, et puis maintenant, on va aller à 43 annuités avec 64 ans. En fait, effectivement, l'espérance de vie s'est allongée, mais depuis 2010, les réformes des retraites ont été plus vite que les gains d'espérance de vie. Ce qui veut dire qu'avant même que la réforme de 2023 n'entre en vigueur, des gens qui partent aujourd'hui à la retraite, on leur prédit une retraite plus courte que des gens qui sont partis il y a 10 ans. Et donc, évidemment que quand la durée de vie change, on peut repenser les paramètres. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir ni avec les retraites, ni avec l'équilibre, mais plutôt avec d'autres stratégies économiques, on décale l'âge de la retraite très vite, pour faire des économies, pour mettre les gens au travail. Les conditions de travail ne se sont pas du tout adaptées et les conditions de vie en bonne santé ne sont pas du tout également réparties. À l'âge de 60 ans, vous avez 1 personne sur 3 qui déclare des limitations d'activité. Vous avez un gradient social très fort. Il y a 7 ans d'écart d'espérance de vie entre les ouvriers hommes et les cadres hommes. Et tout ça n'est pas pris en compte. Un dernier point quand même aussi, les retraites, c'est pas simplement une dépense, c'est une assurance sociale. Une assurance sociale, c'est fait pour couvrir un risque. Quand le risque inondation augmente, il paraît à tout le monde à peu près normal qu'on augmente les cotisations inondation. Là, ce qu'on nous demande, c'est de faire face à une augmentation du nombre de retraités, très conséquente, en disant... Soit on gèle les cotisations retraite à leur niveau, soit même le discours sur le déficit consiste à dire on va baisser les ressources consacrées aux retraites. En fait, il n'y a rien d'évident, alors qu'on va avoir plus de retraités, à dire qu'on va partager entre plus de retraités soit le même montant, soit un montant plus faible. Parce qu'un point quand même, on parle de déficit depuis tout à l'heure, je pense que les personnes qui nous écoutent pensent qu'il y a un déficit parce que les dépenses dérapent, c'est incontrôlé. C'est pas ça du tout. C'est un problème de recettes. C'est parce qu'on a choisi de baisser les recettes qu'il y aura un déficit. C'est-à-dire que les dépenses, dans toutes les projections, elles sont stables à 14 points de PIB et il n'y aura un déficit que parce que l'État, pour des raisons qu'on peut juger légitimes, a planifié de dire « moi, je vais mettre de moins en moins d'argent ». Et donc, on va créer un déficit, pas par une augmentation des dépenses, mais par une baisse de recettes. Et donc, la question de fond, c'est est-il vraiment raisonnable de consacrer moins d'argent aux retraites alors qu'on va avoir plus de retraités ? Et il y a une marge de manœuvre assez large pour faire différemment de ce qui a été proposé. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout est gratuit, ça se paye, les retraites comme n'importe quoi d'autre, mais dire qu'on va faire reposer l'équilibre des finances publiques, le fait d'être plus productif, etc., sur les conditions de départ à la retraite, c'est à la fois pas du tout obligatoire, et puis même, je dirais, c'est pas juste pour les générations qui ont aujourd'hui entre 40 et 60 ans, par rapport aux générations qui sont parties en retraite il y a 10 ou il y a 15 ans. On va venir sur les curseurs qu'on peut mobiliser, mais avant ça, Jean-Marc Daniel, qu'est-ce qu'on peut attendre fondamentalement de la période des 3 mois de dialogue social qui s'ouvrent demain? On sait qu'il y a du grain à moudre, il y a des discussions qui vont s'engager, et pourtant les positions semblent si figées, les lignes rouges tracées, soit par le MEDEF qui refuse de revenir sur l'âge légal de départ désormais à 65 ans, la CGT aussi refuse de bouger, le gouvernement, on laisse entendre aussi que l'âge de départ à 65 ans est pratiquement 64. un tabou, 64 ans, pardonnez-moi. Que peut produire le dialogue social ? Écoutez, c'est la question que tout le monde est effectivement en droit de se poser. Pour revenir sur ce qu'on a dit, il y a un problème, encore une fois, de tuyau. C'est-à-dire que là où nous allons être d'accord tous les deux, c'est sur le fait qu'il y a un abus de langage et d'essayer de créer artificiellement des déficits à certains endroits. Et donc, la première chose que l'on peut faire, c'est que les gens se mettent d'accord sur l'idée de... Les tuyaux que l'on oriente vers la retraite, les moyens que l'on met à disposition des retraités, indépendamment, encore une fois, de l'âge de départ à la retraite. Les retraites, c'est 390 milliards d'euros en ce moment. Comment on le finance et comment est-ce que... Le véritable enjeu, c'est pas tellement le déficit et tout ça, puisque, encore une fois, c'est une question de tuyaux, c'est comment vont évoluer ces 390 milliards dans les quelques années qui viennent et comment on répond à cette évolution. Donc, on peut au moins se mettre d'accord là-dessus. Le deuxième sujet sur lequel on peut se mettre d'accord, c'est une proposition que certains mettent en avant,
cette idée que, c'est ce que je disais, en 2027, on sera physiquement qu'à 63 ans, et donc dire on met la réforme entre parenthèses, entre guillemets, on garde l'idée du calendrier qui a été arrêté, mais on se met d'accord sur une rencontre en 2027. Donc on repousse le sujet. On repousse le sujet à 2027, et donc une nouvelle fois, on gagne un peu de temps, mais au moins on ne casse pas tout ce qui a été fait. On gagne du temps, mais on ne casse pas tout ce qui a été fait. Et puis le troisième élément, c'est que j'en reviens à ce que des bruits qui circulent. L'idée est quand même qu'un des éléments qui a été fait en 2023, c'est la brutalité, ça a été d'ignorer complètement les instances normales. Personne n'était allé chercher le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. On aurait demandé aux gens qui débattaient tout ça, comment s'appelait ce monsieur. Personne n'était capable de citer le nom de ce monsieur, qui est quand même président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et je pense que les partenaires sociaux peuvent se mettre d'accord pour dire à l'État qu'il y a quand même des choses, des méthodes, des façons de se comporter qui ont été, pour le moins qu'on puisse dire, mal gérées, pour ne pas dire rendu inacceptable. Mais néanmoins, fondamentalement, pour résumer mon propos, je crois qu'il n'y en a rien à attendre sur l'enjeu immédiat, sauf l'idée de 63 ans, à condition qu'il y ait... C'est la position en creux de la CFDT. Voilà, c'est 63 ans à condition qu'il y ait de vraies conditions de revoyure, notamment, et j'insiste là-dessus, parce que vis-à-vis de nos partenaires européens, encore une fois, on marche sur les œufs avec ces histoires d'âge de départ à la retraite qui est le plus bas de l'Union européenne. Michael Zemmour, vous-même, vous n'en attendez rien de ces 3 mois de discussion entre partenaires sociaux ? Il y a un vice de forme dans l'organisation des discussions. Il y aurait une bonne façon de faire, ça aurait été de dire cette réforme, on la met sur pause, et pendant qu'on la met sur pause, on discute pour voir où on va. C'est ce qu'avait demandé l'opposition de gauche, ce qu'avaient demandé les partenaires sociaux, les syndicats en tout cas. C'est pas ce qu'a voulu le Premier ministre. Le Premier ministre a dit la réforme se déroule, pendant ce temps-là, vous pouvez discuter. Et ça change tout. Parce que pendant qu'on discute, la réforme avance. Et donc, des personnes qui partent aujourd'hui à la retraite ou qui vont partir au mois de septembre, elles vont être concernées par la réforme. Et ce qu'a annoncé François Bayrou, c'est que si jamais il y a un accord, cet accord sera voté à partir de l'année 2026. Et donc ça crée 2 problèmes. Le premier problème, c'est que en 2026, en gros, il restera plus à négocier que 63 ou 64 ans, puisque le passage très accéléré à 43 annuités sera déjà quasiment derrière nous, et le passage de 62 à 63 ans sera déjà quasiment consommé. Et donc on dit qu'on rediscute, mais en fait on rediscute de ce qui reste à discuter, c'est-à-dire un tiers de la réforme. Bon, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est les conditions de la négociation, ce qu'en théorie des jeux on appelle manipuler l'option de sortie, l'exit option. Quand vous avez une négociation, pour qu'elle se déroule, il faut que chacun ait à gagner à ce qu'un accord se conclue. Or là, la position du MEDEF est très claire. Pour lui, la meilleure situation, c'est de ne toucher à rien, c'est le statu quo, de laisser à 64 ans. Et donc, a priori, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'il y aurait un rapprochement des positions qui permettrait un accord. Alors, une fois qu'on a dit ça, tout est possible. Et il y a 2 hypothèses qu'on peut faire qui pourraient changer les choses. La première, c'est que passer de 64 à 63 ans, ça coûte pas très cher, 5 milliards à peu près dans une dizaine d'années. Ça ne crée des dépenses qu'après 2027, donc le gouvernement actuellement se sent pas très lié par ça. Et il se pourrait que le gouvernement exerce une pression politique sur le patronat pour pousser à un accord, passage de 64 à 63 ans. Ça crée un petit problème quand même pour... Autre avantage, pardonnez-moi, je vous coupe, je le rappelle, c'est la position en creux non dite pour l'instant de la CFDT. C'est en tout cas, ça serait ce que Marie-Lise Léon appelle un bouger. Il y aurait un bouger si on passe de 64 à 63 ans. 64 et 63, c'est pas la même chose. Ça crée quand même une difficulté, je pense, pour les parlementaires de gauche, parce que ça ne créerait aucun changement pour les gens qui partent à la retraite avant 2027. C'est-à-dire qu'on dirait on a renégocié la réforme des retraites, mais vous auriez des centaines de milliers de personnes chaque mois qui partiraient aux conditions de la réforme et qui ne verraient aucun changement. Donc ça pourrait être un petit bouger. La deuxième chose qui pourrait créer du jeu dans la négociation, donner du levier aux négociateurs, c'est que le Parlement, notamment l'opposition de gauche, mais en sachant que le Rassemblement national a dit son opposition à la retraite à 64 ans, disent, nous, si ça revient à nous, à tout moment, on remet l'âge légal à 62 ans. Parce qu'à ce moment-là, le MEDEF aurait un intérêt à bouger pour aller chercher un accord avec les autres partenaires sociaux. Mais en l'absence de ça, je suis assez d'accord avec Jean-Marc Daniel, en créant cette discussion, François Bayrou a reconnu qu'il y avait une sorte de blessure démocratique, mais il a surtout gagné du temps, parce qu'il a évité une censure, et que pendant que ça discute, la réforme se déroule, et finalement,
on ne sait même pas si lui sera encore en poste au mois de juillet ou au mois de décembre, quand il s'agira de transformer le résultat de la négociation en loi. Il y a un autre argument, un autre levier qui prend du terrain médiatique, c'est faire contribuer un peu plus les retraités. Et ce, il y a deux manières possibles pour ce faire. C'est désindexer, pardonnez-moi, une partie des retraites ou supprimer l'abattement fiscal pour les retraités. Jean-Marc Daniel, votre point de vue, même philosophiquement et économiquement, sur cette idée de faire contribuer un peu plus les retraités pour sauver le système des retraites, même si on n'aime pas cette expression de sauver. Oui, encore une fois, faire contribuer les retraités, c'est au redressement général et global des finances publiques, puisque je maintiens, c'est ça le vrai enjeu. Alors, on le focalise sur la retraite et on dit effectivement... Ça permet de donner du sens. Voilà, ça permet de donner du sens. Et donc, il y a tout un discours sur le thème les retraités appartiennent à une génération qui a été particulièrement favorisée. Je rappelle quand même que les gens de 80 ans dont je parlais tout à l'heure, ils ont commencé avec des tickets d'alimentation. Et quand ils ont eu 10 ans en 1954, l'INSEE constatait qu'il n'y en avait que 10% des foyers qui avaient une salle de bain. Donc, ils n'ont pas eu une vie de cocagne tout de suite. Ils ont quand même aussi travaillé pour constituer cette vie de cocagne. Mais je trouve ça inquiétant parce que c'est de désigner des boucs émissaires. C'est-à-dire, ça va être les retraités à qui on va prendre du pouvoir d'achat, ça va être les riches, les entreprises. L'idée que le redressement général des finances publiques va être concentré sur un groupe social particulier me paraît être une mauvaise idée. C'est des boucs émissaires ou c'est des catégories? Parce qu'il faut bien cibler oui, certaines mais populations vous avez, par exemple, si vous regardez l'OCDE dit il y a, parmi les financements des retraites, il y a des économies naturelles qui tombent pour des raisons démographiques, qui sont le fait que les systèmes d'enseignement vont avoir à mobiliser moins de personnel parce qu'il y aura moins d'élèves. D'ailleurs, dans le projet de loi de finances qui avait été mis en avant par le gouvernement Barnier, il y avait 4000 suppressions d'emplois au ministère de l'Éducation nationale qui correspondaient au constat qu'il y avait 350 000 élèves de moins par rapport à il y a 10 ans dans l'enseignement élémentaire et primaire, dans l'enseignement maternel et primaire. Et donc, Bayrou a supprimé ça, alors que là aussi, c'est une question qu'on doit se poser. La démographie, ça joue dans un sens négatif, en ce sens qu'il y a de plus en plus de vieux. Mais d'une certaine façon, il y a un certain nombre d'économies qui se font naturellement sur les jeunes, puisqu'il y a moins de jeunes. Donc il y a un coût de la jeunesse qui est en recul, ce qui ne veut pas dire qu'il faut abaisser le niveau de vie des jeunes. Il faut constater que les jeunes sont moins nombreux. Donc normalement, ça devrait coûter moins cher. Pour conclure, je pense que faire payer les retraités, ça n'a de sens que si on l'incorpore dans un schéma général où tout le monde est associé à l'effort, dans un pays qui a plus de 150 milliards de déficit public et qui a un déficit de sa balance des paiements courants qui est toujours aussi élevé, même s'il a plutôt tendance maintenant à stagner, mais qui est toujours un véritable handicap par rapport aux pays qui l'entourent. Michaël Zemmour, ce serait injuste de faire contribuer un peu plus les retraités ? Alors d'abord un point sur les finances publiques quand même, parce qu'on parle du déficit, des problèmes de la France, etc. Il faut rappeler que si on a un problème de finances publiques, c'est d'abord parce que les gouvernements Macron ont baissé les recettes publiques de 60 milliards par an et qu'aujourd'hui on les cherche. Et donc c'est ni la retraite, ni le manque de travail, etc. Et ça crée quand même des conditions difficiles. La deuxième chose, c'est que faire payer les retraités, on l'a oublié, mais ça a été assez largement fait. Ça a été fait par le gouvernement Hollande qui a désindexé les pensions de retraite. Ça a été fait par le gouvernement Macron qui a augmenté la CSG sur les retraités. Et donc en soi, c'est pas une mesure particulièrement injuste. Ça fait 10 ou 15 ans qu'on désindexe les traitements des fonctionnaires. C'est un outil, on peut désindexer les pensions de retraite ou on peut faire autre chose. Par contre, on n'a aucun élément de diagnostic qui nous dit que les retraités seraient une catégorie privilégiée. D'abord parce que les gens qui ont pris leur retraite il y a une quinzaine d'années ont plutôt vu leur niveau de pension baisser en pouvoir d'achat, en moyenne, ce qui n'est pas le cas des autres catégories qui ont plutôt stagné. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a des gens trop riches, notamment des gens qui ont du patrimoine, trop riches ou en tout cas qui accumulent du patrimoine plus que le reste de la population. Ils sont souvent retraités, mais pour ça, on a des outils et c'est pas forcément la retraite. C'est-à-dire que taxer les patrimoines, taxer par exemple les gens qui ont leur résidence principale au-dessus d'un certain montant et qui ne payent pas de loyer, ça peut se faire par des outils qui vont être la taxation de l'immobilier, la taxation du foncier, etc. Et donc, il n'y a pas forcément de nécessité à utiliser la désindexation des retraites ou la hausse de la CSG, mais en soi, ça fait partie des leviers, comme la hausse des recettes, donc la hausse des cotisations, comme l'âge qui a été utilisé. C'est un levier qu'on a utilisé au cours des 15 dernières années. L'autre idée qui progresse, c'est celle de capitalisation, l'idée selon laquelle une part du salaire doit être consacrée à la retraite future pour un même individu. Là aussi, Jean-Marc Daniel, est-ce que cette option-là pourrait permettre d'enrichir le système français actuel ?
Oui, je pense que c'est effectivement une piste qu'il faut non seulement explorer, mais qu'il faut mettre assez vite en application. Alors, néanmoins, il faut bien voir comment il faut procéder. C'est-à-dire que euh, dans un système de capitalisation, si on s'appuie uniquement sur le tissu productif français, de toute façon, qu'on prélève des cotisations ou qu'on prélève des dividendes sur les entreprises dont le système est devenu actionnaire, on prélève quand même une partie de la production. Donc ça n'a d'intérêt que si on est en capacité d'aller prélever une partie de la production d'endroits où il y a des jeunes. Grosso modo, c'est si le fonds de pension en question investit dans des pays jeunes et des pays dont il peut retirer de quoi payer son système de retraite. Je mets souvent en avant le cas du Japon. Quand vous regardez la situation du Japon, où la situation démographique est beaucoup plus détériorée que la nôtre, eh bien le système de retraite est équilibré parce que les retraites des Japonais sont payées par les ouvriers indonésiens, par les ouvriers chinois, par les ouvriers français, dont les usines sont la propriété des fonds de pension japonais. Donc ça n'a de sens que si on utilise cette épargne, ces ressources supplémentaires, pour aller la projeter vers la jeunesse. Les gens qui ont l'habitude de m'écouter sur d'autres chaînes m'entendent systématiquement parler de Mumbai, c'est-à-dire un fonds de pension doit être associé à la notion de Mumbai. Et la deuxième remarque que je ferai, c'est que les gens sont prêts à ça, parce qu'on a créé des fonds de pension privés. En fait, le plan d'épargne retraite qui a été créé par la loi Pacte, c'était une idée de demander aux gens de faire un effort d'épargne pour leur retraite. Or, c'est un succès qui va au-delà de toutes les anticipations qui avaient été faites à l'époque. Donc, c'est une bonne piste et une piste qui, à mon avis, est politiquement acceptable. Michael Zemmour, votre point de vue là aussi sur la capitalisation? Je pense que c'est une fausse piste, parce que la capitalisation, ça existe déjà en France, et à part les personnes très aisées, les gens s'en saisissent assez peu. Donc la seule chose qui reste à faire par rapport à ce qui existe en France, c'est de la rendre obligatoire. Mais si on rend la capitalisation obligatoire, ça veut dire qu'on est prêt à augmenter les cotisations pour de la capitalisation. Si on est prêt à augmenter les cotisations, il n'y a plus de problème, il suffit de financer le système par répartition. Quand on compare les pays entre eux, la plupart des autres pays européens ont un étage de capitalisation, facultatif ou obligatoire, et le résultat de ça, c'est un niveau de pension un peu plus faible en moyenne, parce que les cadres ont le même niveau de pension qu'en France, à peu près, mais les classes populaires qui ont des interruptions de carrière ont un peu moins de retraite, parce que la capitalisation, quand vous avez une interruption de carrière, que vous n'êtes pas en emploi, personne ne va cotiser à votre place. Voilà. Merci beaucoup de cette discussion à tous les deux, de ce débat. On rappelle que s'ouvre demain donc 3 mois de discussion, un conclave sans le gouvernement et dans lequel participent les partenaires sociaux pour discuter de cette réforme 2023. Et je rappelle que nos débatteurs, Michael Zemmour, sont enseignants-chercheurs en économie à l'Université Lyon 2, au laboratoire Triangle. Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School. Vous avez publié chez Odile Jacob en septembre dernier cet ouvrage intitulé « Nouvelles leçons d'histoire économique ». Merci encore à tous les deux.